Bienvenue sur la voie de la Louisiane, la voie libre de la vérité et du bon sens. C'est au petit matin que nous vous proposons ce troisième épisode de la série Becoming Brigitte de Candace Owens, doublé en français, afin que vous puissiez l'écouter ou le regarder dès votre réveil. 88 000 personnes ont assisté à ce direct hors du commun. C'est plus que ce que contenait le Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans lors du Super Bowl du 9 février dernier. C'est dire l'attrait de cette saga pour cette affaire d'État. Partagez, commentez, likez et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ok, récapitulons. J'étais tellement frustrée à la fin du dernier épisode parce que beaucoup d'entre vous avaient commenté « Candace, il est temps de créer un arbre généalogique ». Or, nous en avions déjà créé un. Nous étions tellement occupés que j'ai oublié de vous le montrer dans l'émission. Voilà. J'ai complètement raté mon coup, je m'excuse, bien sûr. Quand on fait des séries comme celle sur Kamala et maintenant celle sur Brigitte, il y a tellement de noms que cela peut prêter à confusion. Il est bon de ralentir et de visualiser de qui et de quoi nous parlons exactement. Revenons donc en arrière. Voilà, je vous montre l'arbre généalogique d'Emmanuel Macron. Je dis prétendument parce que j'ai des tonnes de questions à mesure qu'on approfondit l'histoire. Ses parents, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès. Nous avons évidemment beaucoup parlé la semaine dernière, en particulier de Germaine Noguès, qui l'appelle affectueusement Manette, n'est-ce pas? C'est elle qui a partagé son amour des livres à caractère pédophile avec son petit-fils. Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, c'est le seul membre de sa famille dont il parle dans les histoires de son enfance, dans son autobiographie intitulée « Révolution ». Je voulais vraiment aborder ce sujet et parler de révolution, en précisant qu'il s'agit de l'arbre généalogique des Macron. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, sa mère, le docteur Françoise Noguès, comme nous l'avons décrit dans l'épisode de la semaine dernière, où il y a quelques jours, lorsqu'elle a été présentée au monde, elle a été présentée comme une pédiatre qui travaillait d'une manière ou d'une autre pour la sécurité sociale. Puis, nous avons eu cette révélation fracassante dans le dernier épisode, où nous avons appris, je plaisante, en parlant de son travail à la sécurité sociale, nous avons oublié de préciser qu'elle aidait les personnes transgenres et intersexuées à obtenir de nouvelles identités. C'était une information majeure, vraiment explosive. C'est vraiment explosif. Et il est important de vous en souvenir au fur et à mesure, car cela signifie que la famille proche de Macron aidait des personnes qui avaient des problèmes de genre à devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait la délivrance de véritables papiers d'identité officiels qui permettaient aux gens de se débarrasser légalement de leur ancienne identité et de leur sexe biologique. Il faut se rendre à l'évidence, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les implications? Réfléchissons-y. Quelles sont les implications si je décide « Ok, je suis Candace Owens. Non, en fait, j'ai l'impression d'être né homme. Je vais donc changer de nom. Je vais m'appeler Jean-Michel Trogneux. Ok, et si quelqu'un déclare « Vous savez, Candace Owens est telle personne. » Puis-je poursuivre cette personne pour diffamation si elle dit que je suis Candace Owens? Si j'ai légalement changé de nom pour Jean-Michel Trogneux, cela peut-il servir de base à une plainte pour diffamation? Si vous pouvez vous défaire de votre identité, je veux que vous y pensiez tout au long de cette série. Il est très important de se souvenir que sa mère s'occupait de cela à la sécurité sociale. Voilà. Je dois ajouter qu'ensuite, de manière assez choquante, dans une interview très rare, sa mère s'est confiée à une journaliste nommée Gail Chakaloff. Celle-ci écrivait une biographie du couple Macron intitulée « Tous les deux ». Voilà. Elle a parlé avec sa mère qui a dit quelque chose de très étrange. Elle a dit, et je cite, « Pour moi, Brigitte n'est pas une belle fille. » Pardon? Excusez-moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Brigitte est mariée à votre fils. Elle est mariée à votre fils depuis très longtemps. Elle est tombée amoureuse de votre fils quand il avait 14 ans. Qu'entendez-vous par là? Ce n'est pas une belle fille. Qu'est-ce que cela implique? Que pourrait-elle être d'autre? Que pourrait être la première dame pour vous? Voilà, laissons ça de côté pour l'instant. Ok, jetons un coup d'œil à l'arbre généalogique de Brigitte Macron. Bon, il y a d'autres choses importantes à retenir. Voilà. Brigitte aurait été mariée pendant 32 ans à André-Louis Osière. Voilà. Ok,
Ils auraient eu 3 enfants, Laurence Osière, Sébastien Osière et Tiphaine Osière. Il est important de se rappeler, comme nous l'avons évoqué dans le dernier épisode, que la première dame se trompe régulièrement dans ses interviews. Pas vrai? Par exemple, elle se trompe sur la date du décès de sa sœur, Mary Vaughan. Elle s'est trompée sur la date du décès de sa prétendue nièce. On commence à penser que c'est plus une stratégie qu'autre chose. Ce ne sont pas de simples oublis, c'est parce qu'elle essaie d'embrouiller le public. Tiphaine en est une parfaite illustration. Bon, sa fille s'est trompée à la fois sur la date et les circonstances des funérailles de son père dans Paris Match. Comment est-ce possible? Rappelez-vous ce que nous avons dit. On peut revoir ce tableau. C'est un mystère très étrange concernant André-Louis Osière. C'était très bizarre. C'était étrange. On ne le répétera jamais assez. Nous tenons cela de son cousin Germain. Voilà. Il avait un cousin qui s'appelait Jean-Louis Osière. Et c'est là que ça devient confus pour certains. Il y avait donc ce cousin qui a raconté qu'il avait poursuivi les journalistes pour l'avoir mal identifié sur la photo du mariage. Voilà. Ce cousin s'est ensuite énervé, car l'Élysée l'a manipulé pour qu'il la poursuive pour diffamation, en prétendant qu'ils allaient se joindre à l'action. Mais Brigitte Macron a refusé de dire « Revoyez cette photo ». Oui, c'est moi, 166 55 Elle a refusé, 0005 56 voilà. 830. C'est moi. Osière n'était pas content. Il n'était pas content. Il s'est senti utilisé par l'Élysée. Il s'est ouvert à un journaliste et a raconté des choses très étranges sur les funérailles de son cousin, sur son enterrement, sur sa crémation. Sa crémation, le plus étrange étant que l'Élysée était impliqué. Il voulait lui s'assurer que ses funérailles se déroulent discrètement la nuit. Il ne voulait pas que le public soit au courant. Ils ont supervisé l'opération jusqu'au bout, et pourtant, malgré cela, Brigitte Macron n'a pas assisté aux funérailles de son supposé ex-mari de 32 ans, le père présumé de ses enfants. On veut s'assurer qu'il soit enterré. D'accord. Mais on ne va pas y assister. Ni moi, ni le président n'y assisteront. Et Tiphaine va faire une grosse erreur dans Paris Match en déclarant « J'ai enterré mon père le 24 décembre ». Or, il a été incinéré le 28 décembre, 1 an plus tôt. C'était l'année précédente. Et c'est la photo qu'elle utilise parce que tout a été détruit. Tout a été détruit. Ok, c'est fou. N'oubliez pas que nous tenons cette information non pas d'un complotiste, mais du cousin Jean-Louis Osière, le cousin d'André. Ok, celui qui a gagné son procès contre Natacha Ray pour diffamation, car elle avait supposé, à tort, que c'était lui. Ok. Ce que nous savons et que nous avons confirmé dans le dernier épisode, c'est que cet homme, et on peut vous montrer à nouveau la photo de sa nécrologie, car aucune autre photo de lui n'existe, entre la photo du mariage et celle-ci. Toute sa vie a été détruite, mais nous pouvons vous dire qu'il a bel et bien existé. Ils ont menti sur son travail, sur la banque où il travaillait. Encore une fois, des tonnes de petits mensonges pour induire les gens en erreur, pour qu'ils fassent des erreurs. Mais ce qu'on ne peut pas vous dire, c'est ce qui lui est arrivé exactement. On ne peut pas savoir ce qui lui est arrivé en se basant sur le témoignage de son cousin, car cela dépend si vous croyez ou non sa compagne, la femme présente à ses funérailles, qui a déclaré avoir trouvé des billets d'avion pour l'Afrique dans sa poche et qu'il avait vidé tous ses comptes bancaires. Et si vous croyez, ou si vous croyez le journaliste de Paris Match, qui a écrit qu'André aurait passé ses derniers jours dans un service psychiatrique gardé par Alexandre Benalla. Il faut parler de lui, Alexandre Benalla. Il faut qu'on parle de lui, ok, parce qu'il est important. Il est très important, car il est apparu à plusieurs reprises. On devrait approfondir cette allégation, car il est intéressant de noter que, malgré leur amour des poursuites judiciaires, ils n'ont jamais poursuivi le journaliste qui affirmait poursuivre. Ils n'ont jamais attaqué ce journaliste qui prétendait qu'Alexandre Benalla, l'ancien chef adjoint de cabinet d'Emmanuel Macron, gardait, pour une raison ou une autre, la porte du service psychiatrique d'André. On sait pertinemment que l'Élysée était impliquée au minimum dans ses funérailles. Ses funérailles. Ce journaliste l'écrit. Je pense qu'on devrait explorer ça. On devrait parler d'Alexandre Benalla, car ce n'est pas une mention anodine de la part d'un journaliste. Ok, nous avions mentionné Alexandre Benalla pour la première fois dans l'épisode d'introduction, lorsqu'on a parlé de ce, je ne sais pas comment le décrire,
presque un syndicat de pédophiles, tous ces pédophiles accidentels, dont s'entoure Emmanuel Macron. Macron. Ok, nous avons parlé d'Olivier Duhamel. L'homme accusé par sa belle-fille d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau alors qu'il avait 13 ou 14 ans. 14 ans. Elle l'a écrit dans un livre. Et au fait, comme le délai de prescription était dépassé, il n'a jamais été traduit en justice, mais il a admis avoir abusé sexuellement de son fils adolescent. Adolescent. Il l'a aidé, car il était très proche d'Emmanuel Macron. Il l'a aidé lorsqu'il s'est retrouvé dans l'embarras à cause de ce qu'on appelle en France l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, le chef adjoint de cabinet. De cabinet. OK. Et maintenant, pour une raison inconnue. Comme je l'ai dit, on ne sait pas pourquoi ce journaliste l'a mentionné, mais il a dit qu'Alexandre Benalla gardait le service psychiatrique. Je vais vous remontrer Alexandre Benalla pour que vous le gardiez à l'esprit, malgré son très jeune âge. Soyons clairs. Il n'a que 33 ans aujourd'hui. Il a un CV professionnel remarquable. OK. Quand Emmanuel Macron était candidat à la présidence, Alexandre Benalla n'avait que 25 ans. Il était son agent de sécurité. Officier de sécurité, il était le chef de sa sécurité. OK. Une fois élu, Emmanuel Macron a nommé Alexandre Benalla chef adjoint de cabinet. D'accord. Un poste important. Imaginez 25 ans et vous entrez à la Maison-Blanche, à l'Élysée. On a une découverte relation plus très tard étroite, qu'ils étaient très proches. Emmanuel l'a emmené en voyage de ski avec lui et sa famille, pas comme agent de sécurité, mais comme un membre de la famille. Oui, de la famille. Et plus surprenant encore, Emmanuel Macron a autorisé Alexandre Benalla, ce jeune homme de 25-26 ans, à entrer au palais de l'Élysée. De la République française, ok. Il résidait au palais de l'Alma. Eh oui, c'est choquant. Il y résidait. Ok, que se passe-t-il? Imaginez, vous avez 26 ans et vous vivez dans un palais. Je me dis qu'il a dû fournir une sécurité exceptionnelle au président. Il a dû rendre service au président. Ok? En creusant dans son passé, on apprend que Benalla, à 23 ans, avait été accusé puis acquitté de violence envers une femme. Une femme. Ok. Elle a dit avoir été mise en incapacité de travail, mais comme je l'ai dit, il a été acquitté. Puis, il est devenu chef de la sécurité d'Emmanuel Macron. Lorsqu'Emmanuel Macron était président, un énorme scandale a éclaté, qu'on a appelé l'affaire Benalla en 2018, lorsque son chef adjoint de cabinet a été filmé déguisé en policier, en train de frapper des manifestants dans les rues de Paris. Je ne plaisante pas, ok. Le Monde, je vous l'avais dit. Le Monde, l'équivalent français du New York Times, a sorti l'histoire. Ils avaient des images de lui. C'était sans aucun doute Benalla, se faisant passer pour un policier, en train de frapper un jeune manifestant. Puis, une deuxième vidéo est apparue sur Twitter, montrant Benalla en train de saisir une manifestante par le cou et de l'emmener. 362 12 47 50. Je vais demander à mon producteur Skylar si on a pu récupérer ces images. Ok, super. Montrons ces images. Pour que vous compreniez bien, vous voyez le chef de cabinet d'un président en train de frapper un manifestant. Il va arriver en uniforme de police. C'est lui. Regardez. Look at this. Le comportement tout à fait normal d'un chef de cabinet, n'est-ce pas? C'est ce que font tous les chefs de cabinet dans le monde. Au fur et à mesure de l'enquête, on a découvert que 3 policiers lui avaient fourni à Alexandre Benalla des images de surveillance. Des images de surveillance qui n'avaient pas encore été rendues publiques, lui permettant de préparer sa défense. Ce qui indique qu'ils ont des liens avec des policiers. Sinon, on ne lui aurait pas donné l'uniforme pour se faire passer pour un policier. Au moment de l'attaque, le président Macron était en Australie. Il semblait très réticent à se séparer de son chef adjoint de cabinet ou à parler publiquement de l'affaire. C'est pourquoi je suppose qu'il a appelé son ami Duhamel.
Que dois-je faire? Comment ça? Votre chef de cabinet vient de se faire prendre à frapper des manifestants. Pourquoi n'êtes-vous pas plus choqué? Que voulez-vous dire? Il semble qu'Emmanuel Macron était si préoccupé qu'il a essayé d'aider Alexandre. Pourquoi je fais cette supposition? Encore une fois, c'est une supposition, pas un fait. Mais le fait est que lorsqu'Alexandre Benalla a été interrogé sur ce scandale, Mimi Marchand était présente pour l'aider à parler à la presse. Mimi Marchand. Mimi Marchand? Oui. La papesse des médias français, capable de faire publier ou retirer n'importe. Quoi? Celle qui pouvait faire taire les accusations de pédophilie contre ses amis. OK. Alors que le scandale engloutissait l'Élysée, ils ont dû limoger Benalla, du moins officiellement. Insistons sur ce point. Officiellement. Il a été limogé. Puis un autre scandale a éclaté. On a découvert quelques mois plus tard qu'il ne lui avait pas retiré ses passeports diplomatiques. Malgré son limogeage apparent, plusieurs mois après, il a utilisé ses passeports diplomatiques pour rencontrer des dirigeants africains, dont le président du Tchad, Idriss Déby. Ceux qui nous regardent d'Afrique se disent, n'est-il pas mort quelques années plus tard, dans un scénario occidental typique, où un groupe de rebelles se soulève, comme Muammar Kadhafi, et les rebelles, mécontents, tuent le président Oué. C'est ce qui est arrivé à ce type au Tchad. Je suis sûre que c'était spontané, que les gens étaient mécontents et que l'Occident n'y était pour rien. Quoi qu'il en soit, Alexandre Benalla rencontrait cet homme avec des passeports diplomatiques, après avoir été limogé. C'était le deuxième volet du scandale. Il est ensuite apparu que, pendant qu'il travaillait pour Macron, Alexandre Benalla, ce jeune homme de 26 ans vivant au palais, avait établi des liens financiers avec deux oligarques russes, membres présumés de la mafia russe. Oups, encore une fois, tout le monde autour de moi est accusé d'être un criminel ou un pédophile. Et alors? Emmanuel Macron est toujours innocent. Ça n'arrête pas de leur arriver à Brigitte et lui. Ils essaient de travailler avec des gens bien. Ils essaient vraiment de s'entourer de gens bien. Je vous jure, ce sont les autres. Ce n'est pas eux. Regardons ce syndicat extraordinaire qui se forme autour d'eux. Nous avons parlé de beaucoup de ces gens. Michel Marchand, la papesse des médias français. On sait qu'elle a trempé dans des affaires louches. Faux, extorsion de fonds, et j'en passe. Elle a été accusée de tout ça. La seule personne par qui il fallait passer pour obtenir des photos du passé de la première dame. Elle possède Best Image. Et vous me dites que c'est la seule personne capable de fournir des images du passé de Brigitte Macron avant qu'elle ne devienne professeure? Ça paraît suspect. Professeur? C'est un peu louche. En dessous, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, car il contrôle LVMH. Nous avons parlé de son gendre, Xavier Niel, l'intermédiaire entre Mimi Marchand et le couple présidentiel. Sachez que LVMH possède Paris Match. C'est là qu'elle publie toutes ses photos retouchées, ses images retouchées de Brigitte, pour que tout le monde pense qu'elle est jeune, belle et irrésistible. Elle travaille là-dessus. En haut à droite, Nicolas Guesquière, celui qui habille la première dame. Également sous la coupe de LVMH. Il met des personnes transgenres partout. Cherchez Nicolas Guesquière sur Google, car on n'a fait qu'effleurer son implication dans la cause transgenre. Il fait défiler des mannequins trans. Il essaie de tout transformer. Toe. Brigitte Macron est sûrement qui il prétend être. Je ne sais pas. Il veut habiller Brigitte Macron. C'est comme ça. Ensuite, comme on l'a dit, la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès, dont le travail consiste à aider les personnes souffrant de troubles de l'identité à obtenir de nouvelles identités. Et, au passage, c'est légal. C'est légal maintenant. En bas, nous avons Alexandre Benalla, dont nous venons de parler. Rassemblons tout ça. Faux, extorsion de fonds et surtout la possibilité de faciliter le changement d'identité. Ce n'est pas suffisant pour un enquêteur de se demander « Est-ce Brigitte Trogneux sur la photo de mariage ?»
Vous remarquerez que nous n'avons pas posé cette question quand mon équipe juridique est intervenue. Nous n'avons pas dit « Est-ce Brigitte Trogneux sur la photo ?» Nous avons posé une question plus précise. Est-ce l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron, sur cette photo de mariage? Le couple s'est resté silencieux. Il ne voulait pas répondre. Vous comprenez où je veux en venir? On peut confirmer qu'il s'agit bien d'une photo d'une femme nommée Brigitte Trogneux sur cette photo de mariage. Où est cette Brigitte Trogneux? On ne peut pas le confirmer, car la première dame refuse de répondre. Sa belle-mère aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles identités. Vous devez comprendre qu'on peut prendre le nom de quelqu'un. On peut devenir quelqu'un d'autre légalement en devenant transgenre. OK. Ce qui nous amène à Jean-Michel Trogneux. Il faut absolument qu'on parle de lui. C'est le frère de Brigitte Trogneux. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Jean-Michel Trogneux. Il faut qu'on en apprenne plus sur lui. Un homme si proche de sa sœur, Brigitte Trogneux, qu'elle en a fait son témoin de mariage. Mais il a disparu des radars lorsque la première dame, Brigitte Macron, est arrivée au pouvoir. On dirait qu'on a voulu le faire disparaître. Malgré tout ce qui a été écrit sur sa famille, sur ses origines, il n'y avait aucune mention de Jean-Michel Trogneux. C'était le chien qui ne jappait pas. Et utilisez le code Candace. D'accord, parlons de Jean-Michel Trogneux. C'est un sujet tendance en France, c'est explosif. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, mais les anglophones ne comprenaient pas ce qui se passait. Beaucoup de questions, même dans le monde francophone, se posent. Pourquoi Xavier Poussard n'a pas été poursuivi en diffamation, contrairement à Natacha Ray? Quelle est la différence? Xavier Poussard m'a dit que sa découverte majeure était due au travail de Natacha Ray. Elle est venue le voir en lui disant « Voici Jean-Michel Trogneux. J'ai travaillé dessus. Où a-t-elle échoué et où a-t-il réussi ?» C'est là que ça devient intéressant. C'est pourquoi il était important que je vous explique bien qu'on parle de deux personnes différentes, Jean-Michel Trogneux et sa sœur, Brigitte Trogneux. Ce qu'il faut savoir sur Jean-Michel Trogneux, c'est qu'il est né le 11 février 1945. Son existence est incontestable. C'est un contraste frappant avec Brigitte Trogneux, car contrairement à son frère comme son mari, presque toutes les traces de son existence ont été effacées, détruites. Impossible de mettre la main sur des documents. Brigitte Trogneux, qui prétend être Brigitte Macron à l'Élysée. On pourrait penser qu'il serait facile de trouver des photos d'école d'elle. On ne les trouve pas. Xavier Poussard a engagé des poursuites pour obtenir un album de promotion qui devrait être rendu public par la loi. Elle est allée au Sacré-Cœur, à Sainte-Croix, j'espère que je prononce bien, à Sainte-Croix, et ils sont censés fournir l'album. Ils refusent de le faire. Ah bon? Pourquoi une école refuserait-elle de fournir une photo de la première dame? Pourquoi ne peut-on pas voir des photos de la première dame dans les albums existants? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi est-il impossible de trouver la moindre trace de Brigitte Trogneux? Il était difficile, mais pas impossible, de trouver des informations sur Jean-Michel Trogneux. Nous avons pu reconstituer une chronologie précise de son existence, jusqu'à sa disparition soudaine. Nous allons vous présenter cette chronologie. Jean-Michel naît en 1945, comme je l'ai dit. On sait qu'il a fréquenté un collège jésuite. Nous avons plusieurs photos de lui dans ce collège jésuite. Je vais vous en montrer une. Je crois qu'on l'a ici. Oui, en bas à droite, vous voyez Jean-Michel Trogneux. OK. Je vais garder certaines photos, car Xavier Poussard sera notre prochain invité. Cette interview et ce qu'il a découvert est explosif. Je ne veux pas gâcher la surprise. Pour revenir à la chronologie, en 1953, sa petite sœur, Brigitte Trogneux, est née. Comme je l'ai dit,
Il a continué à fréquenter ce collège jésuite. Puis il y a la fameuse photo de famille de 1944 que Best Image a fournie à la documentariste qui avait l'impression d'être interrogée par l'Élysée, comme si elle était soumise à un interrogatoire. Elle a pu obtenir cette photo de famille. De 1955 à 1956, il est de retour à l'école. Ses photos de classe seront disponibles dans l'interview de Xavier, qu'on publiera bientôt. En 1960, Marie-Vonne Trogneux, la sœur de Brigitte et Jean-Michel Trogneux, décèdent dans un accident de voiture avec son mari, Paul Farcy, le 24 février. Leur fille, Nathalie, âgée de 5 mois, survit et épousera un homme nommé Richard. Ils auront 2 filles. En 1963, on nous montre une photo de ce qui serait Brigitte Trogneux à sa communion. On remarque qu'elle ne ressemble pas à l'actuelle première dame. À ce jour, la première dame a refusé de répondre à ma question, non pas pour savoir si c'est Brigitte Trogneux sur la photo, mais si c'est elle. C'est une nuance importante. En 1963, Jean-Michel Trogneux vivait à Alger, en Algérie, en février. Il avait 18 ans. C'est très inhabituel, comme me l'a dit Xavier, car c'était juste après la guerre d'indépendance algérienne. L'Algérie venait d'obtenir son indépendance de la France. Il dit qu'à l'époque, aucun Français n'allait en Algérie, sauf les communistes. Mais on sait qu'il était là, grâce à un recensement. 710 00 25 55 510 00 25 59 250. On cherche une photo de lui à cette époque. Car on ne parle plus de photos d'enfants, qui semblent être les seules que Brigitte Macron veuille bien publier. 3 photos au total, pas plus. Elle ne veut pas publier de photos plus anciennes, jusqu'à ce que Brigitte Macron devienne professeure. Brigitte Osière dit « Je suis professeure ». Il nous manque ces années importantes de sa vie qui nous permettraient de voir son visage évoluer. Je ne vais pas vous montrer la photo suivante car elle est explosive. Il a fallu des années à Xavier Poussard pour l'obtenir. Il a obtenu une photo de Jean-Michel Trogneux, inscrit à l'ESTP, une école d'ingénieurs française. C'est la dernière photo vérifiée de lui que nous ayons. Notez qu'il a 18 ans à ce moment-là. Prenez n'importe qui, prenez une photo d'eux à 18 ans, et il est difficile de dire qu'on s'attend à ce qu'il change beaucoup des décennies plus tard. On est jeune adulte à cet âge. Pour en revenir à la chronologie, on sait que Brigitte Trogneux épouse André-Louis Osière et devient Brigitte Osière. Il y a le faire-part de mariage. La photo de mariage, c'est réellement arrivé. C'est la photo sur laquelle Natacha Ray s'est malheureusement trompée, ce qui est compréhensible. Ensuite, pour une raison quelconque, Jean-Michel disparaît des photos. Il disparaît. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. En 1977, quand les gens ont commencé à se rendre compte que quelque chose clochait dans l'histoire de la Première Dame, quand ils ont commencé à exprimer leurs soupçons, à savoir qu'ils voyaient un homme transgenre, pour diverses raisons, ils ont déniché une interview de 1977. Un homme qui se présente comme transgenre, vivant comme une femme nommée Véronique. Pour mes auditeurs anglophones, ça va être un peu déroutant. Je vais vous expliquer pourquoi c'était si explosif. On peut changer de nom, modifier son intonation, mais on a des tics de langage, des expressions qu'on utilise sans s'en rendre compte, des mots sur lesquels on s'appuie. Le tic de langage de la première dame Macron, c'est-à-dire. Certains pourraient dire « J'allais au magasin ». Son tic, c'est-à-dire. Cette personne apparaît donc dans une émission, Le visage dans l'ombre. C'est en 1977. Elle se présente comme Véronique et dit qu'elle est transgenre. Elle a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France et le même tic de langage,
Quand la première dame donnait toutes ses interviews, elle n'imaginait pas que le public déterrerait cette vieille interview d'une personne transgenre dans un talk show répétant c'est-à-dire, encore. Je vais vous diffuser un extrait de cette interview. C'est en français, bien sûr. Ça ne dira rien aux anglophones, mais je vais vous lire la transcription. Il y a d'autres coïncidences importantes. Écoutez. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme, et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot « devenir complètement femme ». Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. Oui. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Now, Quelqu'un dans le chat vient de dire « c'est sa voix » et quelqu'un d'autre a dit « on pourrait appeler ça une empreinte vocale ». C'est le mot parfait, vocal. Il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser. Même en changeant d'identité, on garde une identité. On a toujours des centres d'intérêt. Si je change de nom, je vais vous dire ce qu'elle dit. Si je suis Candace Owens et que je change de nom pour Jean-Michel Trogneux, ça ne change pas mes centres d'intérêt. J'aime la cuisine italienne. Je n'arrêterai pas d'aimer la cuisine italienne parce que je suis devenue Jean-Michel Trogneux. Je ne vais pas perdre mon intérêt pour Blake Lively et Ryan Reynolds parce que j'ai légalement changé de nom pour Jean-Michel Trogneux. Cette interview a fait l'effet d'une bombe à cause de ce que Véronique a dit. Je vais vous montrer la transcription en anglais et vous la lire. L'intervieweur dit au public « Je peux garantir l'authenticité du témoignage de Véronique. » Véronique, j'aimerais savoir si lorsque vous avez subi cette opération, c'était un moment difficile ou si c'était l'aboutissement de quelque chose. Véronique répond « Je ne pense pas qu'il y ait de transformation, car le psychisme est déjà féminin. La personne, en l'occurrence moi, est déjà préparée à ce genre de mutation par nécessité. On se sent femme et on normalise la situation. Il n'y a pas de transfert, il y a une normalisation. » L'intervieweur dit « Vous êtes donc complètement une femme. Il y a combien de temps avez-vous été opérée ?» Chose intéressante, elle ne répond pas à la question de savoir quand elle a été opérée, mais elle poursuit « Je n'aime pas l'expression « complètement une femme ». On devient une sorte de femme qui peut copuler, mais pas procréer, d'où les problèmes juridiques dont on parlera plus tard. En d'autres termes, l'intégration est facile au niveau individuel, mais pas au niveau social. D'accord. Elle commence à parler des problèmes dont va s'occuper la mère d'Emmanuel Macron, à savoir, il y a des problèmes juridiques liés à notre identité. Nous savons que nous sommes des 870 032 37 150 032 37 150 femmes. Mais il y a des obstacles juridiques. C'est pourquoi je raconte mon histoire. Il faut changer ça. L'intervieweur dit « Vous avez un travail que nous ne révélerons pas. Disons que c'est un travail en contact avec le public. » La réponse de Véronique « C'est exact. Je suis artisan. J'ai des contacts réguliers avec le public. Je suis en contact étroit avec la clientèle. Je n'ai aucun problème. Avant, j'avais un genre phénotypique, une apparence ambiguë. On me prenait pour ce que je n'étais pas, un homosexuel, ce qui n'était le cas ni dans mon comportement, ni dans ma pensée. Malheureusement, cette image a conduit à une non-intégration. La transcription est incomplète, mais il est écrit « non-intégration » et en fait, j'ai normalisé la situation pour mon intégration. Je vis légalement et honorablement. Pour l'état civil, il est possible de changer de prénom pour un prénom ambigu. C'est important car cela permet l'intégration ou une pseudo-intégration dans la société. Il y a toujours des problèmes, mais ils peuvent être résolus administrativement, par consentement mutuel. Mais légalement, il n'y a pas de solution. Contrairement à toutes les législations étrangères, sauf la belge, qui est calquée sur la nôtre. L'intervieweur demande « Avez-vous le sentiment d'être complètement vous-même et de ne plus avoir de problème d'identité depuis votre opération ?»
Véronique répond. À vrai dire, je n'avais de problème d'identification qu'envers les autres, pas envers moi-même. Je me percevais comme ce que j'étais, une femme avec un corps qui ne m'appartenait pas. C'est difficile à concevoir pour quelqu'un qui est bien dans sa peau. J'utilise l'expression bien dans sa peau, car c'est l'image typique. Je n'avais pas de problème, mais les gens en créaient. À vrai dire, cette opération, c'est le retrait d'un organe inutile, dans notre cas, car il est inutilisable et non utilisé. Mana, l'intervieweur demande, vivez-vous seul? Véronique répond, je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme, et j'imaginais cette union comme celle de George Sand et Chopin. Chopin était probablement transsexuel. Son style mélodique, sa façon de jouer, le montrent clairement. Je pense que l'image qu'on a donnée de l'union entre Rimbaud et Verlaine est une caricature déformée qui ne correspond pas du tout. C'est très important. Elle a ce tic de langage, exactement comme Brigitte Macron. Si vous parliez français, vous le comprendriez. Elle mentionne le compositeur Frédéric Chopin, ainsi que les poètes Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Pourquoi est-ce significatif? Ok. Ces poètes ont eu une liaison homosexuelle, une relation très violente. Elle semble très cultivée. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît les classiques, qui est dans cette émission pour faire avancer la législation, pour faciliter l'obtention de papiers d'identité pour les personnes transgenres. C'est le but de sa présence, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, le but est d'utiliser quelqu'un d'éloquent, qui parle des grands arts, pour susciter la sympathie du public, pour la cause. Pas vrai? Elle dit, j'ai toujours été une femme. Ce qui me rappelle la phrase que Brigitte et Emmanuel m'ont écrite dans leur première lettre d'avocat. Elle n'a pas à vous prouver qu'elle est, et a toujours été une femme. C'est étrange, très étrange à écrire. Comme si le simple fait d'y croire suffisait. Or, vous me devez des preuves. Vous dites que vous allez me poursuivre devant un tribunal du Tennessee. Vous me devrez des preuves si vous dites que je vous ai diffamé. Pour en revenir à la mention de Chopin, le couple présidentiel, en créant sa légende, a prétendu avoir installé un piano à l'Élysée, car Emmanuel Macron, le virtuose, adorait jouer du Chopin pour Brigitte. Uniquement pour Brigitte. C'est important pour eux. Ok. Concernant les poètes homosexuels qu'elle a mentionnés, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, Emmanuel Macron, en tant que président, envisageaient de les faire entrer au Panthéon, où sont enterrés les héros français. Français, ça a déclenché un vif débat. L'un des amants a tiré sur l'autre. Il a fait de la prison. Était-ce judicieux de les y transférer? Il allait les honorer, ces poètes et grands homosexuels, en les inhumant dans ce monument. Mais la famille de Rimbaud a fermement rejeté cet honneur. Il ne voulait pas que son héritage se résume à une icône gay. C'est fascinant, n'est-ce pas? Il est fascinant qu'on ait cette personne, Véronique, qui mentionne toutes ces personnalités importantes dans la relation entre Emmanuel et Brigitte. Après une analyse vocale par IA, on a conclu qu'il s'agissait à 100% de la même personne. Je ne connais pas bien ces logiciels, mais affirmer avec certitude qu'il s'agit à 100% de la même personne. La seule différence, c'est que la voix a vieilli, mais les tics de langage sont les mêmes. Ça fait beaucoup de coïncidences. C'était énorme quand c'est sorti. Il y a d'autres choses intéressantes à retenir. Ok. Si on revient à la chronologie, Véronique apparaît. On ne connaît pas son vrai nom. Elle utilise ce prénom pour l'interview. Véronique, son nom de famille, on ne sait rien d'autre. N'oubliez pas qu'elle a dit ne pas être en couple, mais vivre avec une femme. Véronique. Ok. Véronique dit vivre avec une femme. Or, si on reprend la chronologie de Jean-Michel Trogneux, on constate qu'après cette interview, il épouse une femme et, ironiquement, elle s'appelle Véronique.
Se pourrait-il que Jean-Michel ait pris le nom d'une amie chère nommée Véronique, avec qui il vivait et qu'il a ensuite épousée? On ne sait pas, car il n'y a aucune photo de ce mariage. Rien. Il n'y a rien. Officiellement, Jean-Michel Trogneux épouse Véronique Drouet. Ok, ils ont un enfant. Un enfant né en 1982, prénommé Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ce Jean-Jacques qui ressemble énormément à Emmanuel Macron. Peu après, en 1987, Jean-Michel divorce de Véronique Drouet. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Sérieusement, que se passe-t-il dans cette histoire? Que se passe-t-il? Comment se fait-il que ces personnes soient incapables de produire des photos de ces moments importants de leur vie? Où est Jean-Michel Trogneux? Vous vous êtes marié? Il n'y a pas de photo de votre mariage? Non. Vous avez simplement décidé de disparaître et de ne plus être photographié au moment même où Brigitte Macron, la professeure, est apparue. Soudain, plus aucune photo de vous. Plus de photos. Que se passe-t-il? Pourquoi des écoles, légalement tenues de divulguer des photos? La loi française stipule qu'après 50 ans, n'importe qui peut obtenir la photo d'un ancien élève. Pourquoi refuse-t-elle de publier des photos de celle qui était censée être la première dame à l'école primaire, au collège, à la fac? Pourquoi ne peut-on pas obtenir ces photos? Pourquoi faut-il intenter des procès et se faire manipuler pour les obtenir? Si c'est bien vous, Brigitte Macron, et que vous n'avez pas usurpé l'identité de votre sœur, si c'est bien vous, pourquoi avez-vous tant de mal à répondre à des questions simples? Oublions les théories du complot. Pourquoi refusez-vous de répondre à des questions simples, tout en poussant les gens à vous poursuivre pour diffamation? Pourquoi ne pas clarifier les choses? Êtes-vous la personne sur cette photo de mariage? Êtes-vous Brigitte Trogneux? Y a-t-il une question plus simple que je pourrais vous poser, plutôt que avez-vous, Brigitte Macron, donné naissance à 3 enfants? Kidam, ne laissez pas les médias vous faire croire que c'est une atteinte à votre vie privée. C'est absurde. C'est complètement dingue. On dépasse l'entendement. Ces questions simples auraient pu clore le débat il y a longtemps. Et voilà qu'ils passent 8 ans à essayer de manipuler les gens, de les effrayer, de les intimider, voire à envoyer des nervis. Quand on observe cette nébuleuse, l'entourage et les soutiens d'Emmanuel et Brigitte Macron, êtes-vous à l'aise avec ce qui se passe? Est-il normal d'avoir besoin de quelqu'un qui falsifie des documents? Mimi Marchand est toujours en procès, impliquée dans des affaires d'extorsion. Elle est actuellement jugée pour extorsion. Est-il normal d'avoir continuellement des personnes de ce genre autour de soi, des gens qui contrôlent les images, qui les modifient et les publient? Allons-nous accepter en tant que public que ce soit normal, qu'ils soient continuellement impliqués dans des scandales pédophiles? Ou allons-nous reconnaître que quelque chose de sinistre se trame, qu'Emmanuel et Brigitte Macron ne sont pas ce qu'ils prétendent être? Je pense qu'ils ont été préparés à ce rôle. Je pense qu'Emmanuel Macron a été manipulé par Brigitte. Ça ne fait aucun doute. La seule question qui reste, c'est qui est Brigitte Macron? Pour moi, la réponse est évidente. Après avoir vu ces photos, et une en particulier, celle de Jean-Michel Trogneux à 18 ans, vous serez stupéfait, comme je l'ai été. C'est dingue. Complètement fou. Heureusement pour Xavier Poussard, ce qui lui a permis de ne pas se tromper, c'est qu'il utilisait un programme d'IA classé par le Forum économique mondial comme le meilleur logiciel de reconnaissance faciale. Ce qui lui a évité des erreurs. C'est le même programme qu'utilise la Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a le système de crédit social. Ils doivent pouvoir distinguer les visages, même très ressemblants, les distinguer.
C'est le meilleur logiciel pour ça. Quand il avait une intuition, il utilisait le logiciel. Par exemple, avec la photo de mariage. Il a utilisé le logiciel et s'est dit « Cet homme ressemble à cet homme », mais le logiciel indique que le cousin et l'homme sont deux personnes différentes. Il n'a pas suivi cette théorie. Il ne s'est pas fié à son instinct. Il était aidé par un logiciel qui lui donnait des réponses avant même qu'il ne les connaisse. On en reparlera quand je le rencontrerai. Sachez que ce logiciel a la bénédiction du Forum économique mondial. On a tous compris que ce forum est maléfique et qu'ils veulent tous nous identifier. J'ai testé ce logiciel moi-même. J'y crois. C'est incroyable. Prenez une femme de 6 ans qui aurait subi 20 opérations chirurgicales pour transformer son visage et le logiciel dira encore « c'est elle à 80%. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça m'effraie pour l'avenir. L'IA en général m'effraie. Mais pour son enquête, ça lui a permis de faire le tri. » En voyant cette technologie, je suis convaincue que Jean-Michel Trogneux est Brigitte Macron. La seule question c'est, qu'est-il arrivé à sa sœur, Brigitte Trogneux? On y viendra. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas trop en dire avant l'interview avec lui, mais il y a beaucoup plus à dire. Il y a tellement de choses à déballer. Le lien avec les Rothschild, les postes qu'il a obtenus et qu'il ne méritait pas. Emmanuel Macron, comme je l'ai dit, on parlera de tout.